Il y a des confidences qui bouleversent non seulement la sphère privée, mais aussi l'histoire politique d'un pays entier. Pendant près de 4 décennies, Marie-Dominique Cuglioli, première épouse de Nicolas Sarkozy, est restée dans un silence que beaucoup ont interprété comme une volonté farouche de tourner la page. Discrète, réservée, presque effacée du récit public entourant la montée fulgurante de celui qui deviendrait président de la République, elle n'avait pourtant jamais cessé d'être un personnage clé. Un témoin direct de l'ascension d'un homme souvent décrit comme aussi ambitieux qu'inflexible aujourd'hui, à 69 ans, alors que la France semble avoir définitivement classé certaines pages de son histoire politique, Marie-Dominique brise ce qui restait de son silence, une prise de parole tardive, mais lourde, teintée d'une densité émotionnelle rare. En profondeur, les circonstances de cette confession. Un récit entre souvenirs, blessures, vérités étouffées et révélations inattendues qui redessinent les contours d'un mariage souvent simplifié dans les biographies officielles, mais marqué par des fissures profondes et longtemps dissimulées. Pendant des années, lorsqu'on évoquait Nicolas Sarkozy, le nom de Marie-Dominique Cuglioli surgissait à peine. À la différence de Cécilia ou de Carla Bruni, Marie-Dominique symbolisait l'avant-scène. Les années de jeunesse, les débuts hésitants, les rêves d'un futur encore incertain. Elle n'avait pas la lumière, seulement l'ombre. Pourtant, elle fut la première à partager la vie intime de l'homme politique. Elle l'a vu échouer, douter, se transformer, se durcir. Et surtout, elle l'a vu devenir ce qu'il aspirait à être, un homme de pouvoir. Dans ses premières paroles confiées récemment à un cercle restreint, avant que ses propos ne soient relayés et commentés, elle n'a pas cherché à se victimiser. Elle a toutefois reconnu une vérité brutale. Pendant longtemps, j'ai accepté ce que je ne comprenais pas. Puis j'ai compris ce que je ne voulais plus accepter. Cette phrase, lourde et presque énigmatique, ouvre la porte à des années d'ambiguïté, de tensions voilées et de sacrifices silencieux. Car derrière l'image du jeune avocat prometteur se cachait, selon elle, un homme habité d'une obsession. Réussir coûte que coûte, quitte à écraser le reste, quitte à sacrifier l'essentiel. Leur mariage, célébré en 1982, paraissait sceller une union harmonieuse. 2 fils, Pierre et Jean, allaient naître rapidement. L'avenir semblait stable, presque classique. Mais déjà, Marie-Dominique confie aujourd'hui qu'elle sentait quelque chose d'inquiétant. Nicolas n'était pas seulement ambitieux, il était habité. Comme si chaque minute devait être utilisée pour grimper un peu plus. Ce qu'elle décrit n'est pas seulement de l'ambition politique, c'est une manière d'être, un rapport au monde. Sarkozy voulait être partout, tout le temps, convaincre tout le monde et surtout, ne jamais montrer la moindre faiblesse. Pour Marie-Dominique, cette course permanente a fait exploser les repères traditionnels du couple. Elle se retrouve seule avec 2 enfants, pendant que Nicolas multiplie les réunions tardives, les dîners, les rencontres stratégiques. Il ne rentrait presque plus, puis quand il rentrait, il n'était plus vraiment là. Peu à peu, elle raconte une relation qui s'effrite, non pas par un incident soudain, mais par un glissement progressif et profond, comme une maison qui craque lentement avant de s'effondrer. Selon elle, il y avait déjà 2 Sarkozy, le mari charmant, chaleureux, drôle, et l'homme politique tendu, nerveux, exigeant, obsédé par sa carrière. Dans son témoignage, Marie-Dominique dévoile l'un des aspects les plus sombres de leur relation. L'impression d'être progressivement manœuvrée, orientée, réduite, non pas dans un sens brutal ou violent, mais insidieux. Elle raconte, il savait très bien ce qu'il voulait, et il savait très bien comment obtenir ce qu'il voulait avec moi aussi. Elle évoque des épisodes où Sarkozy imposait ses choix, diminuait les siens, ou faisait peser une forme de culpabilité dès qu'elle exprimait une fatigue, une inquiétude ou un désaccord. Cette pression psychologique, explique-t-elle, n'a rien d'exagéré. Ce n'est pas du tout le Nicolas public. Lui, il était tout en mots aiguisés, en persuasion, en vitesse, on ne pouvait pas suivre. Elle décrit également une solitude croissante. Les amis qu'elle avait se raréfiaient, souvent intimidés par la personnalité de son mari ou par l'image de réussite qui l'entourait petit à petit. Elle devient une présence décorative et l'avoue avec une lucidité douloureuse. Je n'étais plus une personne, j'étais un élément dans son récit. Marie-Dominique a longtemps refusé de dévoiler ce moment précis, mais à 69 ans, elle accepte d'en parler.
Ce qu'elle appelle la vérité terrible trouve en réalité sa racine dans un épisode vécu comme une trahison absolue sans donner tous les détails. Qu'elle promet de révéler dans la suite de son témoignage, elle relate un événement qui a détruit pour elle l'image du mari, de l'homme, du partenaire. Voici ce qu'elle accepte d'en dire dans son premier témoignage. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était tout un système de mensonges, une mécanique bien rodée. Il jouait sur tous les tableaux, et moi, je n'étais qu'une variable d'ajustement. Elle évoque un choc, une humiliation profonde, un sentiment d'avoir été manipulé pendant des années. Selon elle, Sarkozy avait créé autour de lui un réseau d'alliés, de confidentes, de soutien, y compris émotionnel, qui lui permettait de maintenir une façade de stabilité tout en multipliant les vies parallèles. Elle conclut cette partie d'un ton glacé. « J'ai compris ce que je n'aurais jamais dû accepter. La question centrale, celle que toute la presse s'est posée, pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre 69 ans pour dire ce qu'elle présente comme une vérité lourde, douloureuse, presque accablante ? Sa réponse est simple, mais saisissante, parce que j'ai longtemps cru que me taire protégerait mes enfants. Je me rends compte aujourd'hui que ce silence a surtout protégé d'autres personnes, pas moi, pas eux. Elle affirme avoir voulu laisser du temps, laisser l'histoire suivre son cours, sans interférer. Aujourd'hui, elle dit vouloir rétablir une vérité humaine, non pas politique mais intime. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. Elle reconnaît également qu'avec l'âge, la maladie de certains proches et les fragilités nouvelles qui s'installent, elle ressent une urgence à fermer certaines portes, à nommer ce qui doit être nommé. Dès que ces propos ont commencé à circuler, les réactions ont été immédiates. Certains ont dénoncé un règlement de compte de tardif, d'autres ont salué son courage. Elle, cependant, ne veut entendre aucune de ces interprétations. Elle dit simplement « Je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre, je dis ce que j'ai vécu, c'est tout ». Et derrière cette phrase se cache une réalité. Pendant des années, Marie-Dominique a été effacée du paysage public aujourd'hui. Elle parle, mais ne cherche pas la lumière. Elle veut éclairer une page obscure et tourner la page n'est qu'un prélude. La vérité qu'elle s'apprête à révéler dans les chapitres suivants concerne non seulement son mariage, mais aussi des aspects méconnus de la personnalité de Nicolas Sarkozy et de sa manière d'exercer l'autorité en privé comme en politique. Il existe dans chaque ascension politique une part invisible, une zone grise, où les ambitions personnelles se mêlent aux stratégies de domination. Pour Marie-Dominique Cuglioli, cette zone grise n'était pas un concept théorique. Elle l'a vécu de l'intérieur, au cœur même d'un mariage où chaque geste, chaque regard, chaque silence semblait répondre à une logique froide, presque mécanique. Elle dévoile ce qu'elle appelle la vérité terrible. Non seulement l'infidélité, les mensonges et les manipulations, mais surtout le système, l'engrenage qui entourait Nicolas Sarkozy dès ses premières années d'ascension. Un réseau structuré qui transcendait largement la vie privée et qui, selon elle, a fini par broyer tout ce qu'il touchait, y compris elle. À mesure qu'elle avance dans son témoignage, Marie-Dominique révèle une dimension méconnue de son ex-mari. Selon elle, Sarkozy n'avait pas seulement une ambition politique normale. Il suivait un plan, une trajectoire presque programmée qu'il avait commencé à dessiner bien avant même de l'épouser. Elle raconte « Ce n'était pas un hasard s'il passait autant de temps en réunion. Ce n'est pas seulement du travail. C'était de la stratégie pure. Il choisissait les gens qui allaient l'aider, ceux qu'il devait séduire, ceux qu'il devait neutraliser. Dans ce monde-là, tout le monde n'est qu'une variable. » Cette phrase lourde marque une rupture totale avec l'image publique d'un homme énergique, spontané, impulsif. Pour elle, cette impulsivité n'était qu'une façade. La réalité, plus froide, plus calculatrice, se déployait dans des cercles restreints, souvent invisibles même pour son entourage proche. Selon son récit, Sarkozy entretenait dès le début une série de liens doubles, des amitiés politiques qui n'en étaient pas vraiment, mais plutôt des alliances d'intérêts, des relations personnelles ambiguës, parfois affectives, parfois utilitaires. Des réseaux d'influence dans lesquels il savait parfaitement se fondre. Elle résume cette mécanique par une phrase dure. Nicolas ne vivait pas une vie, il vivait plusieurs vies en parallèle. Et ces vies parallèles, selon elle, se superposaient sans jamais se rencontrer. Sauf lorsqu'une fissure apparaissait et qu'elle en payait le prix. Ce que Marie-Dominique décrit dans ses révélations n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas une trahison, comme on l'entend habituellement, mais un schéma récurrent.
une manière d'être fondée sur la dissimulation. Elle assure que Sarkozy pouvait tenir plusieurs discours contradictoires sans jamais montrer la moindre hésitation, et que cette aptitude s'étendait à la sphère intime. Il mentait comme d'autres respirent, pas par plaisir, par nécessité. Elle raconte ainsi plusieurs situations où elle découvrait des incohérences flagrantes, réunions qui n'avaient pas eu lieu, déplacements inventés, noms de personnes jamais mentionnées auparavant, conversations auxquelles elle n'était jamais censée participer. Le plus déstabilisant, dit-elle, n'était pas le mensonge en soi, mais la facilité avec laquelle il justifiait l'injustifiable, il retournait la situation en un instant. C'était toujours moi qui n'avais pas compris, moi qui exagérais, moi qui voyais mal. Ce mécanisme, aujourd'hui bien nommé dans la psychologie moderne, s'appelle du gaslighting. À l'époque, elle n'avait pas les mots. Elle avait seulement le malaise, ce sentiment d'être perdue dans une histoire qui n'était plus la sienne. Marie-Dominique aborde l'un des sujets les plus sensibles, la présence fréquente, quasi constante de d'autres femmes dans la vie de Nicolas Sarkozy. Le public se souvient de ses relations ultérieures, mais elle révèle que le phénomène était déjà présent bien avant. Je me suis longtemps demandé si j'étais la seule à ne pas savoir. En réalité, tout le monde savait. Tout le monde fermait les yeux. Elle raconte comment certaines femmes, autour de lui, jouaient des rôles différents. Confidente politique, bras droit médiatique, appui stratégique, liaison officieuse. Le plus douloureux pour elle n'était pas la trahison, mais l'organisation derrière ces relations. Il y avait une structure. On ne peut pas appeler cela autrement. Selon son témoignage, certaines personnes, hommes inclus, servaient de relais, d'intermédiaires, voire de protecteurs pour éviter que les situations ne dérapent. Elle raconte une scène particulièrement marquante. Une fois, quelqu'un m'a presque gentiment expliqué que c'était normal, que c'était le prix à payer pour être la femme d'un homme promis à un grand avenir, comme si mon rôle était d'être silencieuse et reconnaissante. C'est ce jour-là, dit-elle, qu'elle a compris qu'elle était bien moins la femme d'un homme que le pilier silencieux d'un système. Vient ensuite ce qu'elle décrit comme l'événement le plus traumatisant de sa vie. Elle avoue que le pire n'a pas été l'infidélité, mais la révélation de la profondeur du mensonge. Elle explique qu'un jour, après un hasard malheureux, elle est tombée sur un échange écrit entre Nicolas et une femme qu'elle connaissait vaguement. Une relation dont elle ne soupçonnait pas la nature. Elle lit, elle relit, et elle découvre non seulement la liaison, mais quelque chose de plus choquant encore, un projet de vie parallèle, des promesses faites à cette femme, des confidences sur leur couple, des critiques humiliantes à son égard, et surtout, une volonté claire d'effacer Marie-Dominique de son propre récit. Elle raconte ce moment avec une sobriété glaçante. J'ai compris, en lisant ces lignes, que mon mariage n'était plus qu'un décor et que j'étais seule depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. La violence émotionnelle est telle qu'elle s'effondre. Ce jour-là, dit-elle, deux choses meurent en elle, la femme et la confiance. Une part de son récit, jusqu'ici totalement inconnu, concerne les mois qui ont suivi cette découverte. Elle ne demande pas la confrontation immédiatement. Elle observe, elle écoute, elle attend. Elle dit « J'ai voulu voir s'il allait me dire quelque chose, s'il allait reconnaître. » Il ne dit rien. Au contraire, selon elle, il renforce encore plus sa façade. Plus de travail, plus d'absence, plus de froideur, plus de contrôle. Elle, pendant ce temps, tente de contenir sa dignité. Elle ne veut pas que ses enfants souffrent. Elle ne veut pas être humiliée en public. Elle veut comprendre. Elle raconte également une scène terrible jamais révélée. Un jour, j'ai essayé d'en parler. Il m'a regardé et il a dit « Tu te fais des idées ». Et il est parti. C'était ça, notre mariage. Cette phrase, simple, banale presque, l'a détruite plus sûrement que les découvertes précédentes. Beaucoup pensent que c'est Sarkozy qui a quitté Marie-Dominique. Elle affirme aujourd'hui que la vérité est différente. C'est moi qui suis parti, parce que sinon, j'y serais resté pour mourir. Elle raconte que le jour où elle a pris sa décision, elle n'a rien dit, elle a seulement préparé ce qu'il fallait pour les enfants. Régler les affaires essentielles et quitter la maison avec une valise et un silence lourd. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle n'a pas demandé d'explication. Elle a juste dit cette phrase « Je ne peux plus ». Il ne l'a pas retenue. Selon elle, c'est ce détail, cette absence totale de réaction, qui confirme la nature de leur relation. Mais partir ne signifie pas être libre. Marie-Dominique confie que les années qui ont suivi ont été parmi les plus dures de sa vie. Elle doit reconstruire son identité, sa stabilité, sa confiance, son rôle de mère. Elle dit une phrase bouleversante. « Pendant longtemps, je n'ai plus su qui j'étais. J'étais seulement l'ex-femme de Sarkozy.
On m'avait même volé mon nom. Elle raconte des nuits sans sommeil, des crises d'angoisse, des moments où elle se demande si elle a pris la bonne décision. Elle ajoute « Je n'ai jamais voulu le détruire. Je voulais seulement qu'il me regarde encore une fois comme une personne. Ça n'est jamais arrivé. La vérité terrible qu'elle révèle aujourd'hui n'est pas une attaque politique. Ce n'est pas une revanche. C'est une tentative d'expliquer pourquoi elle est restée silencieuse si longtemps. Elle dit « J'avais honte. Honte d'avoir accepté. Honte de m'être effacée. Honte d'avoir eu peur. » Mais elle confie aussi que plusieurs proches lui ont conseillé de ne rien dire, de préserver l'image, de ne pas nuire à son ex-mari, devenu une figure politique majeure. Elle a obéi pendant des années, jusqu'à aujourd'hui. Elle donne 3 raisons principales. Pour ses enfants, ils ont le droit de connaître toute l'histoire. Ils ont vécu des choses sans comprendre. Ils doivent savoir. Pour elle-même, je refuse de mourir avec ce poids. Pour rétablir une vérité humaine, on peut admirer un homme politique, mais on doit connaître l'homme. Il existe des vérités qui, une fois prononcées, changent irrémédiablement le regard que l'on porte sur un homme, sur une époque, sur une histoire. Pendant plus de 30 ans, Marie-Dominique Cuglioli a protégé, caché, ravalé, étouffé ce qu'elle appelle aujourd'hui, sans détour, la vérité la plus douloureuse de ma vie. Non pas pour se protéger, elle, mais pour préserver un équilibre fragile, celui de ses enfants, celui de son intimité, celui, là, paradoxalement, de la carrière de l'homme qu'elle avait aimé. Mais à 69 ans, lorsque la conscience du temps devient plus aiguë, lorsque les années se comptent moins en projets qu'en souvenirs, elle a choisi de ne plus taire ce qui l'a détruite, reconstruite, puis finalement libérer des voiles ce qu'elle considère comme son ultime témoignage. Une confession publique, qui n'a rien d'un règlement de compte, mais qui ressemble davantage à une mise à nu, sincère, déchirante, lucide. Dès les premières lignes de sa déclaration finale, Marie-Dominique l'affirme. Ce qu'elle dit n'est pas destiné à juger ou à condamner, mais à éclairer. Et pourtant, impossible d'ignorer que ces mots touchent au cœur même de l'image publique de Nicolas Sarkozy. Elle écrit « La France connaît l'homme politique. Moi, j'ai connu l'homme. » Et ce sont 2 personnes très différentes. Cette phrase, d'apparence simple, ouvre une brèche profonde. Pour elle, la différence entre ces 2 personnes est tellement radicale qu'elle explique en grande partie la souffrance de leur mariage. Selon son récit, l'homme que la France a vu en meeting, combatif, direct, parfois brutal, mais toujours galvanisant, n'était que la projection publique de quelque chose de plus sombre, plus complexe et plus difficile à vivre. Elle dit « Ce n'était pas un rôle, c'était un masque, et je ne savais jamais à quel moment il allait tomber. » L'une des révélations les plus fortes de son témoignage concerne la personnalité intime de Nicolas Sarkozy. Elle ne parle pas d'agressivité physique, ni de violence ouverte. Elle parle plutôt d'une forme de violence émotionnelle, subtile, constante, corrosive. Elle explique « Nicolas ne criait pas, il déstabilisait, il n'imposait pas, il contournait, il n'affrontait pas, il manipulait. » Selon elle, son ex-mari avait une capacité déconcertante à retourner les situations, à faire passer ses propres failles pour celles des autres, à créer chez ceux qu'il aimait un sentiment d'insécurité permanente. Elle utilise un mot fort. « Je vivais dans un état de confusion contrôlée, c'était voulu. » Marie-Dominique décrit un homme, imprévisible dans l'intime, hyper contrôlant dans la politique, séducteur dans le public et souvent glacial dans le privé. Elle raconte un détail révélateur. Il pouvait être charmant avec des inconnus et glacial avec moi la même journée à quelques heures d'écart. Ce contraste permanent, explique-t-elle, la rendait vulnérable, dépendante, incapable de comprendre où se trouvait la vérité. C'est le passage le plus douloureux de son témoignage. Pendant longtemps, elle a refusé d'en parler, même à ses propres enfants. Aujourd'hui, elle reconnaît « Je n'ai pas seulement été trahie comme femme, j'ai été trahie comme mère. » Elle raconte que lors de leur séparation, alors que les tensions devenaient explosives, certains proches de Nicolas Sarkozy, collègues, conseillers, alliés, auraient tenté de minimiser, de déformer ou d'inverser les responsabilités pour préserver l'image publique du jeune maire ambitieux. Elle dit « On m'a fait passer pour instable. On m'a dit que je devais réfléchir, que c'était moi qui exagérais, que Nicolas avait trop de responsabilités pour s'occuper de mes états d'âme. » Elle évoque également des interventions indirectes, mais humiliantes, des remarques sur son caractère jugé trop discret, des allusions à son manque de compréhension des enjeux politiques, des critiques sur son incapacité à tenir son rôle. Elle confie « J'ai compris que j'avais en face de moi non pas seulement un homme, mais un appareil, et qu'on ne quitte pas un appareil sans conséquence,
Ce qu'elle juge terrible, ce n'est pas seulement l'infidélité révélée, ni les mensonges répétés, mais la tentative de la faire passer pour la responsable de l'échec du couple, comme si l'ambition politique justifiait tout. Même la réécriture de l'histoire personnelle Marie-Dominique avoue que pendant longtemps, elle a vécu avec une forme de traumatisme invisible. Elle parle de nuits d'insomnie, perte de confiance, crise d'angoisse, sentiment d'infériorité, incapacité à se reconnaître. Elle dit « Je n'ai pas seulement perdu un mari, j'ai perdu ma voix. Pendant des années, elle s'est méfiée des relations humaines, incapable de croire à la sincérité des autres. Elle se sentait continuellement en danger, même lorsqu'il n'y avait aucune raison objective de l'être. Elle admet « Ce n'est qu'à 50 ans que je me suis enfin sentie capable de respirer à nouveau. » Elle explique que la reconstruction a été lente, douloureuse, mais aussi profondément révélatrice. C'est en comprenant ce qu'elle avait vécu qu'elle a commencé à se libérer de la culpabilité interrogée sur ce qu'elle ressent aujourd'hui envers Nicolas Sarkozy. Elle ne répond ni dans la haine, ni dans l'indifférence. Elle répond dans la lucidité « Je ne le déteste pas, mais je comprends qui il est vraiment. Et je refuse que mon silence continue à servir son récit. » Elle ajoute un passage étonnamment calme « Je ne veux pas qu'on le détruise. Je veux qu'on le voie entièrement, avec ses forces, avec ses zones d'ombre. » Pour elle, Sarkozy n'est pas un monstre. Il est un homme façonné par son ambition, par ses blessures, par son besoin de reconnaissance, par son rapport au pouvoir. Elle dit « Je pense qu'il lui est impossible d'aimer sans calculer. Et moi, je ne pouvais pas vivre en étant un calcul. » Au-delà des motivations évoquées dans les chapitres précédents, Marie-Dominique révèle une raison encore plus intime à sa confession tardive. Elle dit « J'ai eu peur de mourir sans avoir dit ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai eu peur que mes enfants vivent avec un mensonge sur moi. » Cette phrase, simple et déchirante, explique l'essentiel. À 69 ans, confrontée aux fragilités de l'âge, à la perte de proches, au sentiment que la vie passe plus vite qu'elle ne se vit, elle a ressenti la nécessité de ne plus laisser son passé rester une ombre. Elle veut que ses enfants sachent qu'elle s'est battue, qu'elle n'a pas été faible, qu'elle a vécu dans un système difficile, qu'elle a souffert en silence pour les protéger. Elle veut également transmettre un message plus large. On ne doit jamais laisser quelqu'un écrire notre histoire à notre place, même pas quelqu'un qu'on a aimé. Dans la partie finale de sa déclaration, Marie-Dominique s'adresse directement au public, au-delà de sa vie privée. Elle parle du pouvoir, de sa capacité à dévorer, à distordre, à manipuler. Elle écrit une phrase puissante « Le pouvoir n'est pas mauvais, mais il rend mauvais ceux qui s'y abandonnent ». Elle affirme que vivre aux côtés d'un homme politique de ce niveau, surtout à une époque où les contrôles étaient de moins stricts, était comme vivre dans un théâtre où l'on n'est jamais autorisé à quitter la scène. Elle conclut avec gravité « J'ai perdu ma place dans ma propre vie aujourd'hui, je la reprends ». La confession de Marie-Dominique Cuglioli ne change pas l'histoire de France. Elle ne renverse pas un président, ne réécrit pas les lois, ne déclenche pas de scandale politique, mais elle change quelque chose d'essentiel. La compréhension intime d'une femme qui a vécu dans l'ombre d'un homme trop puissant. Elle dit, dans sa conclusion, « Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la paix. » Et cette paix, elle l'a trouvée en acceptant enfin de dire ce qu'elle avait eu pendant une vie entière. Lorsque Marie-Dominique Cuglioli referme enfin le livre de son passé, ce n'est pas dans un geste de vengeance, ni même dans la volonté de réécrire l'histoire. C'est un acte profondément humain, presque vital. Celui d'une femme qui, après presque 40 ans de silence, choisit de reprendre sa place dans sa propre vie. Elle sait que son témoignage fera du bruit. Elle sait qu'on cherchera à l'interpréter, à l'utiliser, à le minimiser ou à l'exagérer. Mais rien de tout cela ne compte réellement pour elle. Ce qui compte, c'est la paix intérieure qu'elle n'a jamais réellement connue, cette respiration profonde et authentique qu'elle n'avait plus ressentie depuis sa jeunesse. Dans ses mots, dans ses silences, dans son souffle hésitant lorsqu'elle évoque certaines scènes, on comprend immédiatement que ce qu'elle raconte dépasse largement sa relation avec Nicolas Sarkozy. C'est l'histoire d'une femme qui a été absorbée par un système, broyée par une ambition qui n'était pas la sienne et qui a longtemps cru que se taire était une forme de protection. Protection pour ses enfants, protection pour sa dignité, protection pour l'image d'un homme devenu trop public, trop puissant, trop exposé. Mais la vérité est que le silence ne protège pas. Il enferme, il isole, il détruit. Marie-Dominique l'a appris à ses dépens. À force de taire ses blessures, elle avait fini par les confondre avec sa propre identité, comme si la souffrance faisait partie de sa structure intime.
Pendant des années, elle s'est crue fragile. Aujourd'hui, elle sait qu'elle était forte. Elle sait que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il réside parfois dans la simple capacité à survivre, à continuer, à élever des enfants au milieu d'un chaos émotionnel, à faire face au regard des autres sans expliquer ce qui se passe vraiment dans son cœur. Ces confidences, même tardives, prennent alors la dimension d'un message universel. À toutes les femmes qui ont aimé trop fort, à toutes celles qui ont pardonné trop longtemps, à toutes celles qui ont cru que la réussite de leurs compagnons valait plus que leur propre équilibre, à toutes celles qui ont été réduites au silence par peur de décevoir, de perturber, de nuire, elle dit « Personne ne devrait jamais s'oublier pour que l'autre brille ». Ce simple aveu, prononcé d'une voix calme, est peut-être la plus belle leçon de son histoire, car Marie-Dominique n'a jamais souhaité détruire Nicolas Sarkozy. Elle ne cherche pas à démolir son parcours, ni à salir sa carrière. Elle ne nie pas ses talents, son énergie, son intelligence politique. Elle dit même qu'il avait ce don de convaincre, de galvaniser, de transformer une salle entière en quelques minutes, mais elle rappelle aussi qu'un homme public n'est pas qu'une image. Il est un être humain avec ses zones d'ombre, ses failles, ses excès, ses blessures, et que la vérité la plus dangereuse n'est pas celle qui détruit, mais celle qui reste cachée trop longtemps. Aujourd'hui, à 69 ans, elle a choisi de se libérer, non pas pour écrire la fin d'une histoire, mais pour écrire un nouveau début. Elle parle d'avenir avec une sérénité nouvelle. D'un avenir où elle s'autorise enfin à être elle-même, sans masque, sans contrainte, sans devoir se justifier. Elle dit « J'ai longtemps été l'ombre de quelqu'un, maintenant je veux être la lumière de ma propre vie ». Dans cette phrase se concentre toute la puissance de son témoignage. C'est un adieu, pas à son ex-mari, mais à la douleur, à l'enfermement, à l'effacement. C'est aussi un message d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Jamais trop tard pour dire la vérité. Jamais trop tard pour reconstruire ce qui a été brisé. Marie-Dominique Cuglioli n'est pas une héroïne de roman, elle est une femme réelle, avec ses imperfections et ses cicatrices. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si profondément inspirante. En refermant cette enquête, une dernière question demeure. Combien d'autres silencieux portent encore des vérités lourdes, enfouies, invisibles? Combien n'osent pas parler, par peur, par honte, par loyauté mal placée? Peut-être que le courage tardif de Marie-Dominique donnera à d'autres la force d'avancer à leur tour, car la vérité, même douloureuse, libère toujours et parfois elle répare. Merci d'avoir lu cette enquête jusqu'à la fin. Votre présence, votre attention et votre confiance nous permettent de continuer à produire des reportages exclusifs, humains, profonds, qui explorent les zones d'ombre souvent ignorées des parcours publics. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires bouleversantes, suivre des enquêtes inédites, rester informé des révélations les plus récentes, soutenir un journalisme indépendant, sincère et sans censure, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Votre abonnement est bien plus qu'un clic. C'est un soutien direct à un travail exigeant, engagé et totalement dédié à la vérité. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, nous publions de nouveaux dossiers, témoignages, enquêtes et analyses sur les figures publiques, les scandales politiques, les destins brisés et les vérités cachées que personne n'ose raconter. Merci encore pour votre fidélité. Ensemble, nous faisons vivre une information libre, forte et profondément humaine.